Bonjour à tous. Je remercie Stéphanie Damaret d'avoir eu l'idée de me proposer de faire une conférence en visio. La demande de Madame Damaret a été que je vous parle du comité d'histoire de la Cour des comptes, du comité de la Cour des comptes et des juridictions financières pour être tout à fait complet. Et d'ailleurs, c'est mal exprimé parce qu'on devrait dire de la Cour des comptes et des autres juridictions financières. Ce comité, et ensuite, après avoir brièvement parlé du comité, de ce qu'il fait, de prendre un des sujets étudiés qui correspond aux années 1865-1885, c'était le repassage du Second Empire à la Troisième République, avec au milieu un incendie qui a détruit la Cour des comptes et toutes ses archives. Archives au sens strict du terme, et liasses comptables, c'est-à-dire archives au sens large du terme qu'on a très longtemps utilisé. Les archives de la Cour, c'était les liasses qui devaient être contrôlées. Mais après les contrôles, il y a des choses qui restent, et ça, ce sont les vraies archives. Alors, le comité d'histoire, le comité d'histoire, ce ne sont pas que des publications, c'est une invention récente. C'est Philippe Séguin qui a été premier président de la Cour des comptes et un premier président de poids, sans jeu de mots. Philippe Séguin était un homme passionné d'histoire. Il l'a prouvé en faisant un livre fort intéressant sur Napoléon le Grand pour réhabiliter Napoléon III. Et ce travail prouve que c'était quelqu'un de passionné. Alors, il a eu cette idée. Première idée de créer un comité d'histoire, il n'y en avait jamais eu. La deuxième idée a été de me proposer à moi de présider ce comité, alors que j'étais président de chambre actif. Donc, je n'étais pas encore ni dans la période de prolongation, ni à la retraite comme je le suis maintenant. Donc, 2009, création du comité d'histoire. J'ai été très flatté de cette proposition, car je n'avais pas de titre particulier, sauf un intérêt pour cette activité. Donc, j'ai été très flatté et depuis, je préside le comité. Alors, ce n'est pas une fonction à vie, il me faudra un successeur. Que fait le comité? Il est là pour favoriser les recherches concernant l'histoire de la Cour des comptes ou l'histoire dans les morceaux d'histoire dans lesquels la Cour des comptes s'implique. Nous avons fait en sorte que la Bibliothèque nationale mette les rapports publics sur Gallica. Alors, vous connaissez Gallica, qui est le site de la Bibliothèque nationale de France. Mettre les rapports publics, ce n'est pas fini, mais vous trouvez la plupart des rapports publics à partir de 1832, c'est-à-dire le moment où le rapport devient à peu près public, à peu près voulant dire qu'il est remis aux parlementaires et que via les parlementaires, on peut se procurer. 1832, et actuellement, nous sommes arrivés, la BNF est arrivée à peu près à 1928, avec quelques trous qui seront comblés. Donc, je vous le signale, si vous voulez accéder au rapport public, il y a maintenant un moyen plus simple que de venir à la bibliothèque de la Cour des comptes, c'est d'aller sur Gallica. Autre tâche du comité d'histoire, aider les chercheurs, et vous êtes des chercheurs potentiels, peut-être, aider les chercheurs à utiliser des documents anciens. Certains partent de l'idée, mais qui est fausse, que les archives de la Cour des comptes sont très compliquées à utiliser. En fait, ce n'est vrai qu'en partie. Quand vous prenez des documents sur le contrôle des comptes de l'État vers 1900, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Ce sont de nombreux tableaux de chiffres dans lesquels on a du mal à se retrouver. Si en revanche, vous travaillez sur un rapport concernant une commune, le contrôle des communes
était une tâche importante pour la Cour des comptes. C'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas que des chiffres, et quand il y a des chiffres, on comprend assez facilement. Ce qui veut dire que là, il y a une mine que j'ai exploitée, par exemple, pour la ville de Lille pendant la guerre 14-18. La gestion de Lille 14-18 vue par la Cour des comptes, travail que j'ai fait à partir des rapports d'instruction, donc les rapports des rapporteurs, de gros manuscrits de plus de 100 pages chacun, parfaitement lisibles et accessibles. Enfin, il y a 3-4 ans, ils étaient accessibles. J'ai publié un article dans une revue historique du Nord, la Commission historique du Nord. Madame Damaret a certainement cet article sous la main, qui n'est pas fait, qui est fait, bien sûr, pour expliquer comment la Cour des comptes a travaillé sur le contrôle de Lille après, évidemment après la fin de la guerre, puisque les liasses du comptable de Lille ne pouvaient pas parvenir à la Cour des comptes tant que le Nord était occupé, mais pour montrer aussi ce que l'on peut tirer de rapports sur les communes. Ceux sur Lille étaient très bien faits, très approfondis et ont été faits vite. Donc, c'était l'idéal. Mais dans tous les cas de figure, on a la possibilité d'étudier à partir de ces archives des gestions locales. Ensuite, la qualité du travail dépend évidemment du rapporteur, du magistrat qui a fait ce travail et accessoirement du temps qu'on lui a donné. Il y a eu des périodes où on a dit, cher ami, il faudrait accélérer un peu. Alors, accélérer un peu, ça veut dire faire des rapports moins approfondis. Ça a toujours existé, mais donc, cette tâche, aider les chercheurs, c'est répondre à des questions. Ça suppose que les chercheurs prennent contact avec nous sur, voilà, en bas de cette présentation, en bas du PowerPoint, à droite, vous avez mon adresse, Cour des comptes, et l'adresse plus générique du comité d'histoire de la Cour des comptes. Vous pouvez parfaitement envoyer des mails à une adresse ou à une autre, sachant que nous pouvons vous aider ou vous dire ça c'est particulièrement compliqué. Quand, par exemple, vous cherchez un sujet, nous pouvons vous dire celui-là est faisable, les archives existent, elles sont accessibles, ou bien celui-là serait extrêmement compliqué, à notre avis. On peut donc vous faciliter la tâche pour un mémoire, pour un article, voire pour une thèse. Et puis, l'autre activité consiste à travailler nous-mêmes, donc faire des recherches. Un certain nombre de membres du comité d'archives, et moi je l'ai fait, je ne suis pas un président qui regarde les autres travailler. Ça a été vrai au début, ça l'est beaucoup moins dans la période récente. Faire des recherches, mais des recherches qui ont une ambition historique. Ça ne veut pas dire que le résultat est toujours parfait, loin de là, mais travailler sur archives et pas seulement sur des souvenirs. Les souvenirs, les archives orales, c'est intéressant, mais l'expérience prouve que la mémoire humaine n'est pas toujours fiable. Organisez des conférences et vous trouvez la liste de ces conférences sur le site web de la Cour des comptes. En cherchant un peu dans Histoire, vous arrivez à la liste des conférences et parfois vous avez le texte de la conférence ou alors vous avez le renvoi à une publication qui a repris cette conférence. Donc, faire des conférences et publier des livres. Alors, je vous montre. Alors, il faut faire le partage d'écran, là, Christian. On l'a perdu, le partage d'écran. Donc, on va peut-être... Alors, voilà, il faut aller en bas de l'écran pour faire le partage. D'écran.
Voilà, parfait, c'est parfait. Merci. Donc, nous venons de publier le 16e livre du comité. Alors, quand je dis livre du comité, en fait, c'est le livre de Madame Untel ou de Monsieur Untel. Il y a bien un auteur. Je vous montre, bon, c'est en petit, le tout dernier qui est un fort beau livre, La Cour des comptes au Palais d'Orsay, écrit par un universitaire, l'ancien directeur de l'école des chartes. C'est l'histoire du palais qui a brûlé en 1871. Nous avons, il n'y a pas une logique absolue. Il y a une tentative pour traiter des bâtiments. Il y a un livre sur le palais Cambon, actuel, un livre sur le palais d'Orsay, désormais. Il y a eu des livres sur ce qu'on pourrait appeler les grands crimes, vus par la Cour des comptes. En fait, il n'y a pas vraiment de crime. Il y a le contrôle de l'Association de recherche contre le cancer, qui a été le tout premier rapport. Il y a eu la Cour des comptes et l'affaire des avions renifleurs, qui a été un scandale. Bon, en remontant plus haut, vous voyez la Cour des comptes et le baron Haussmann. Ça, c'est la période dont je parlerai du Second Empire. On a eu un ouvrage sur Philippe Séguin à la Cour des comptes, un ouvrage collectif. Il y a eu aussi, donc l'affaire du Carrefour Développement, ça se rangerait plutôt dans les grandes affaires, au sens des grands crimes contre les finances publiques. L'attribution à la Cour des comptes du contrôle de la sécurité sociale en 1950. On a aussi un livre sur la réforme qui a confié à la Cour des comptes le contrôle des entreprises publiques. On a des travaux collectifs sur la Cour des comptes et tel ou tel secteur. Le secteur de la culture, d'abord, on a le secteur de la recherche scientifique qui est paru l'an dernier, avec à la fois ce que la Cour des comptes a pu dire sur la culture et ce que la Cour des comptes a pu faire en collaborant avec le monde de la culture, autrement dit les détachements de fonctionnaires, de magistrats dans le monde de la culture. Il y en a eu beaucoup. Nous avons la Cour des comptes dans la guerre de 14-18, avec là aussi son travail et la vie de ses membres. Vous voyez les deux aspects, l'aspect, disons, sociologique qu'ont fait les magistrats en 14-18. Il y a ceux qui se sont battus et puis ceux qui n'avaient plus l'âge de le faire. Alors, si je devais remettre de l'ordre dans tous ces titres qui sont parus un peu en fonction des occasions, des auteurs, je dirais qu'on arrive à balayer à peu près l'histoire en remontant au Second Empire. On peut guère remonter à partir des archives avant, et en prenant des livres comme donc, oui, le premier président Lecomte, un heureux mariage de raison avec la Cour des comptes, 1902-1948. Le titre est un peu trompeur. Ce ne sont pas que les souvenirs du premier président Lecomte, il y a ces souvenirs et il y a une moitié de l'ouvrage que j'ai rédigé pour expliquer le fonctionnement de la Cour des comptes de 1902 à 1948. Donc, à mes yeux, c'est un ouvrage qui cherche à être un ouvrage de référence. Je vous parlerai de celui qui couvre 1865-1885. On a celui-là qui couvre 1902-1948. Et on arrive ainsi à se faire une idée de ce qu'a été le fonctionnement de la Cour des comptes. Sachez qu'il y a bien sûr le site internet de la Cour des comptes. Alors, en zigzagant un peu, vous arrivez à la partie histoire. Bon. Là, je vais passer
si vous le voulez bien, à un des sujets traités à la manière d'un historien. Alors, vous voyez un personnage, bon, ce n'est pas un livre sur lui, c'est simplement pour rappeler que la Cour des comptes a eu sans doute la chance de garder le même premier président à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République. Je dis une chance parce que les circonstances de l'époque auraient très bien pu conduire à ce que le premier président soit obligé de quitter ses fonctions. Ça n'a pas été le cas, il a été maintenu en fonction jusqu'à sa mort. Il est mort en fonction en 1877. C'est Ernest de Royer, vous avez son nom, Ernest de Royer, qui en plus présente un avantage, ça c'est un clin d'œil. L'avantage, c'est qu'il a des descendants et que ses descendants ont conservé ses archives dans une maison de famille. Autant vous dire que c'est très précieux. Ça complète les archives publiques. Alors, vous êtes peut-être un peu surpris quand je vous dis que Ernest de Royer a conservé ses fonctions, parce que les magistrats de la Cour des comptes étaient inamovibles. Ils l'étaient depuis le Premier Empire. Ils n'ont pas été tout de suite, mais ils l'ont été très vite sous Napoléon Ier. Mais l'inamovibilité a un petit inconvénient, c'est que ça protège les magistrats de toute mesure d'épuration dans les périodes calmes. Mais dans les périodes agitées, la protection disparaît. Et si on regarde le 19e siècle, il y a eu des épurations très soft avec les 100 jours. Il y en a eu une qui n'est pas très violente en 1830, dans la mesure où les magistrats devaient prêter serment à Louis-Philippe et certains ont refusé. Ceux qui refusaient perdaient leur poste. Il y a eu des évictions plus brutales en 1848, lors de la Révolution de 1848. Elles n'ont pas duré longtemps parce que quand Louis-Napoléon est venu aux affaires, il a rétabli dans leurs fonctions les magistrats qui avaient été mis dehors, et il l'a fait en grande partie parce que la Cour des comptes était une création de son oncle. La Cour des comptes, c'était Napoléon Ier, donc Napoléon III était favorable à faire fonctionner la Cour des comptes comme elle fonctionnait avant. Parce qu'en 1848, non seulement il y a eu des évictions, il y a eu également des réductions d'effectifs assez brutales. Et la période agitée suivante aurait pu conduire à des départs. Il y en a eu beaucoup au début de la Troisième République, dans le monde judiciaire, dans la préfectorale, n'en parlons pas, mais dans la préfectorale, j'allais dire, c'est normal. Dans le monde judiciaire, ça l'est moins, puisqu'il y avait une inamovibilité. J'en reparlerai, mais en tout cas, à la Cour des comptes, il n'y a rien eu, sauf une mesure assez étonnante. Le procureur général, mais le procureur général n'était pas inamovible, donc ce n'était pas une mesure d'exception. Le procureur général a été mis dehors 3 semaines avant qu'il atteigne l'âge de la retraite. Et c'est un sujet qui m'intrigue, c'est vraiment de l'anecdote. Pourquoi ce geste méchant, parce que c'est de la pure méchanceté, de mettre quelqu'un à la retraite 3 semaines, de vider quelqu'un 3 semaines avant son départ à la retraite. Et c'est Thiers qui l'a fait, et j'aimerais savoir, trouver un jour une archive qui m'explique ça, mais jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé. Alors, nous partons de quoi? Et c'est sans doute l'intérêt de prendre cette période. Nous partons d'une institution qui a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves
un peu en raison d'un coup de chance, elle a fait ses preuves. Pourquoi? D'abord parce que le 19e siècle est un grand siècle pour la comptabilité publique. Vous avez à gauche le marquis d'Audifray. Alors, je pense qu'on vous a parlé du marquis d'Audifray, c'est lui qui a créé la comptabilité publique. On lui doit à peu près tout. On lui doit le décret de 1862, mais avant le décret de 1862, il y a eu le décret de 1838. Bon, on trouve d'Audifray tout au long du siècle, à partir de la Restauration jusqu'au début de la Troisième République. Bon, évidemment, il n'était pas éternel, mais le marquis d'Audifray, c'est vraiment lui à qui l'on doit les règles de la comptabilité publique française. Alors, on a tous en tête le décret de 1862, mais attention, le travail, je me répète, avait commencé bien avant et les textes étaient sortis bien avant. D'Audifray a été, pour parler comme aujourd'hui, directeur de la comptabilité publique, et il a été nommé président de chambre à la Cour des comptes à une époque où on pouvait être nommé directement président de chambre. Les circonstances politiques ont fait que, tout en étant admiré de tous, le marquis d'Audifray n'a pas eu la première présidence, alors que, en bonne logique, il aurait dû devenir premier président de la Cour des comptes, vu ses mérites. Donc, la comptabilité publique a bien marché au 19e siècle. Elle s'est mise en place, mais elle a vraiment bien fonctionné au 19e siècle. Et la France, qui fait volontiers cocorico, avait des motifs d'être fière de son système de comptabilité publique, ce qui veut dire de son système budgétaire et comptable pour l'État et pour les autres collectivités publiques. Et puis, en 1842, on installe la Cour des comptes dans un palais qui était occupé depuis 2 ans par le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État et la Cour des comptes se partageaient ce bâtiment. Là, j'ai mis une gravure qui est peu connue. C'est un emplacement du Palais d'Orsay. Donc, le Palais d'Orsay, c'est... Pardon, le musée d'Orsay, c'est l'ancienne gare d'Orsay, et la gare d'Orsay correspond à ce bâtiment et au bâtiment qui était à gauche, qui était une caserne. Donc, tout ayant brûlé, on a pu en faire un grand bâtiment. Donc, vous avez la Seine devant, c'est remarquablement bien placé. Alors, ça aide d'avoir un lieu de travail agréable. Bon, mais j'allais dire, le marquis d'Audifray est plus précieux que le palais d'Orsay. Autre argument en faveur d'une notoriété réelle de la Cour des comptes, la Cour des comptes, je vous l'ai dit, contrôlait l'État et les collectivités locales. Dans les collectivités locales, il y en avait une particulièrement importante qui était Paris. Et la Cour des comptes s'est penchée dans ses contrôles sur Paris, qui étaient des contrôles systématiques, sur le financement des travaux de rénovation d'Haussmann. Et nous avons eu des présentations successives. Ne croyez pas qu'il y ait une très grosse insertion sur les travaux d'Haussmann. Il y a eu plutôt une série d'insertions importantes sur plusieurs années qui ont commencé sous le Second Empire et qui ont continué après le début de la Troisième République. La notoriété de la Cour des comptes s'attache à cette période, c'est parce que Jules Ferry, qui alors était journaliste, nous sommes avant la fin du Second Empire, Jules Ferry s'est emparé de ce qu'avait fait la Cour des comptes. Je reviendrai là-dessus. Voilà. Pourquoi y avait-il tant de choses à dire sur les travaux d'Haussmann? Eh bien, vous le savez, ou bien je vous le rappelle, Paris, sur l'image que vous voyez, Paris, c'était le truc
l'espèce de périmètre que je vois rouge. Et en 1840, on avait, à un moment où il y avait une tension avec l'Angleterre, on avait construit une fortification qui correspond au pourtour. Entre 1840 et 1860, vous aviez donc une série de villages qui étaient à l'intérieur des fortifications sans faire partie de Paris. Et c'est Napoléon III qui a décidé d'agrandir Paris jusqu'aux fortifications. Donc, vous voyez que Paris a à peu près doublé de dimension et ça correspond à Vaugirard, ça correspond à Grenelle. Au nord, c'est Montmartre, c'est les Batignolles, c'est la Villette, la Chapelle. Noms qui n'ont pas disparu, mais qui étaient des noms de communes et qui cessent de l'être. En même temps qu'il y avait cet agrandissement, Napoléon III et le baron Haussmann ont prévu de transformer la ville, de rénover un certain nombre de parties importantes, et vous voyez apparaître des avenues qui ont été taillées dans le vif, ce qui supposait énormément de destruction. Donc, il y a eu de gigantesques travaux d'urbanisme à cette époque, qui ont été dans l'ensemble un brillant succès, sauf à mon avis l'île de la Cité qui a beaucoup souffert. On n'était pas obligé de démolir autant que ce qu'on a fait dans l'île de la Cité. Mais la Cour des comptes ne s'est pas penchée sur l'aspect urbanistique, elle a regardé le financement de tout ça, parce qu'il a fallu un financement considérable, et il faut bien dire que le baron Haussmann, qui ne s'est pas enrichi dans l'opération, a fini par faire des opérations d'une régularité douteuse. Donc, soit il était à la limite de la légalité, soit il était carrément en dehors de la légalité pour parvenir à financer des démolitions, des reconstructions, à faire participer les propriétaires. Donc, la transformation de Paris par Haussmann a valu à Haussmann de nombreuses critiques de la Cour des comptes, qu'il a d'ailleurs mal prises. Dans ses mémoires, Haussmann considère que la Cour des comptes a été injuste. Et Jules Ferry s'est emparé de tout ça en faisant une brochure et en s'inspirant des contes fantastiques d'Hoffmann, des contes traduits de l'allemand, d'Hoffmann, qui était connu, et il a publié une brochure qu'il a appelée les contes fantastiques, mais les contes C-O-M-P-T-E-S, les contes fantastiques de Haussmann. Vous voyez le jeu de mots, contes fantastiques d'Hoffmann, là on est dans les contes populaires, et ensuite on est dans les finances publiques. Les contes fantastiques d'Haussmann ont eu un très gros succès. Et la Cour des comptes est fort bien traitée dans ce document. Il y a bien sûr quelques vacheries de la part de Jules Ferry, qui dit par exemple que dans son langage, dans sa langue officielle, la Cour des comptes a dit que, traduit en français courant, voilà ce que ça signifie. Et Jules Ferry met sa patte de journaliste, mais le résultat est là, la Cour des comptes acquiert une notoriété grâce à Haussmann et à Jules Ferry, une notoriété qu'elle n'avait sans doute pas auparavant. Alors, vous mettez tout bout à bout, vous mettez le marquis d'Audifray, vous mettez le palais d'Orsay et vous mettez les contes fantastiques d'Haussmann. Tout ça a fait que en 1870, la Cour des comptes a une réelle notoriété. Je reviens un instant en arrière pour dire qu'il s'était passé pas mal de choses pendant le 19e siècle. Vous savez peut-être que Napoléon a nommé un premier président, nommé Barbé-Marbois, qui a eu la particularité de vivre très vieux.
à une époque où il n'y avait pas d'âge de la retraite. Barbé Marbois n'était sans doute pas un très grand homme, mais c'était un très bon organisateur. Et avec la longévité qu'il a eue, le fait qu'il ait terminé sa carrière dans les premières années de Louis-Philippe, signifie qu'il a eu le temps d'organiser la Cour des comptes. Par exemple, il a créé un système d'aspirants pour des personnes comme vous. À l'époque, je ne parle pas de la tenue, mais pour des personnes comme vous qui souhaitaient faire carrière à la Cour des comptes, il y avait un système d'aspirants. Vous pouvez devenir aspirant moyennant quelques épreuves, et l'aspirant pouvait espérer être nommé conseiller référendaire, au premier grade de l'époque, conseiller référendaire de deuxième classe. Et les aspirants ont été transformés en 1856 avec la création d'un premier grade, le grade d'auditeur. S'il y a des auditeurs à la Cour des comptes, c'est grâce à cela, de sorte qu'on arrive à partir de 1856-57 à ce système qui a duré fort longtemps. Maintenant, il a un petit peu changé. Un concours qui permet de devenir auditeur, auditeur de deuxième classe, auditeur de première classe, on monte. Après, on devient conseiller référendaire de deuxième classe, de première classe, mais il y a une flèche à gauche qui signifie qu'on peut être nommé au tour extérieur. Et puis, le grade supérieur, c'est conseiller maître. Là aussi, il y a un tour extérieur. Et enfin, il y a 3 chambres, donc 3 présidents de chambre, un premier président. Une chose qui n'existait pas au XIXe siècle, c'était les proportions. C'est-à-dire qu'il n'était pas dit que 2/3 des référendaires devraient être choisis dans l'auditorat. Donc, le gouvernement faisait à peu près ce qu'il voulait et honnêtement, il n'en abusait pas. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que quand vous regardez les carrières de plus près, et je ne vais pas m'appesantir là-dessus, ceux qui passaient le concours terminaient souvent conseiller référendaire de première classe. Et ceux qui devenaient conseillers maîtres, pendant longtemps, c'était plutôt ceux qui étaient arrivés de l'extérieur. Donc le concours était un bon moyen d'avoir des personnes d'un niveau satisfaisant, mais ce n'était pas très sympathique pour ceux qui avaient passé le concours de constater que beaucoup de conseillers maîtres, eux, ne l'avaient jamais passé et étaient arrivés par des voies différentes. Le tour extérieur, j'espère qu'il apparaît suffisamment sur votre écran. Et puis, il y a le procureur général qui est là, que je ne peux pas rattacher. Le procureur général est assez souvent choisi parmi les magistrats, mais il y a beaucoup de nominations aussi, beaucoup de cas où il est nommé par le tour extérieur. Donc, oui, on met en place un système qui finalement dure toujours, avec quelques transformations. Arrive la guerre. Alors, arrive la guerre, rapidement, qu'est-ce qui se passe? La guerre de 1870-71, c'est une série de défaites dans l'Est, pour commencer, qui aboutissent à l'encerclement de Paris par les troupes prussiennes et à un certain nombre de combats en province, pas dans le nord d'ailleurs. Il y a eu une bataille à Saint-Quentin, mais le nord a été épargné. Par contre, il y a eu des batailles du côté d'Orléans. Bon. Il y a eu surtout le siège de Paris. Alors, le siège de Paris, si je reprends, le siège de Paris, c'est un siège qui a conduit les Allemands à encercler complètement Paris. Ça fait 100 km quand même.
Donc 150 000 hommes au début pour encercler, pour encercler 100 km. Les Allemands, ne cherchant pas à pénétrer dans Paris, j'allais dire pas fous, ils ne se voyaient pas tellement s'engager dans une guerre de rue, donc ils ont bombardé. Alors là, vous retrouvez le plan de Paris. Attention, les fortifications sont là, c'est-à-dire que l'encerclement est fait d'assez loin. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour la Cour des comptes? D'abord, il n'y a pas de mobilisation générale, simplement, il y a la garde nationale. Alors, un certain nombre de magistrats sont mobilisés dans la garde nationale, mais c'est une mobilisation à temps partiel. Donc, ils vont surveiller les fortifications, les fameuses fortifications de 1840. Ils y vont, ils n'y vont pas. C'est, à vrai dire, un assez grand désordre. Mais les Allemands, c'est le noir sur le schéma. Et beaucoup de magistrats sont restés dans Paris. Alors, j'ai essayé, mais c'est anecdotique, de savoir où étaient les magistrats. Il y a ceux qui étaient partis dans leur maison de campagne, mais pendant le siège de Paris, qui dure de septembre 1870 à janvier 1871, il y a bon nombre de magistrats qui sont à l'intérieur et qui continuent à travailler. Les bombardements ont lieu en janvier 1871. Alors là, vous devinez que pour bombarder Paris, le plus simple, on bombardait de tous les côtés, mais le plus simple, c'était de bombarder du sud, parce que c'est là que les lignes étaient les plus proches du centre. Donc c'est la rive gauche qui a reçu le plus grand nombre d'obus, mais tout ça, vu avec le recul, n'est pas dramatique. Il y a eu quelques démolitions. Un immeuble très proche de celui du premier président a reçu un obus, mais pas le premier, rue de Vaugirard, mais pas le premier président. Quand il y a un armistice fin janvier 1871, c'est l'occasion pour ceux qui sont à Paris d'aller voir leur famille, pour ceux qui étaient dehors de revenir à Paris. Et le plus amusant d'ailleurs, c'est que pendant le siège de Paris se glisse toute une série d'histoires qu'on raconte encore. D'abord, la communication par pigeon. On envoyait des pigeons voyageurs. On avait pris la précaution de faire venir certains pigeons à Paris, parce que les pigeons sont d'une intelligence limitée. Donc, pour qu'ils repartent à Lille, par exemple, il vaut mieux qu'ils aient été expédiés de Lille à Paris. Donc, on envoyait des pigeons. Et ce qui est amusant, c'est qu'on avait inventé l'équivalent du microfilm. On attachait à la patte du pigeon des centaines de messages très courts. Hein. Tout va bien, mamie fatiguée, tante Jeanne décédée. Mais malgré tout, à la patte d'un pigeon, vous arriviez à attacher des centaines de messages. Alors ensuite, il fallait compter sur la bonne volonté du pigeon pour que ça arrive à son destinataire. Un certain nombre de ces pigeons-grammes, on les appelait comme ça, ont été publiés. C'est d'un intérêt un peu douteux, mais j'en ai retrouvé plusieurs qui concernaient des magistrats de la Cour des comptes. Donc, il y avait ça, il y a eu les ballons. Alors, tout le monde connaît les ballons par lesquels des Parisiens sont partis, à commencer par Gambetta. Bon, et puis, on a eu faim, puisque l'objectif des Allemands était de faire capituler Paris sans véritable combat. On a eu faim. Alors, on vous parle maintenant de la recette du rat maringot, qui était servi dans un restaurant de la place de la Madeleine, tout près de la Cour des comptes actuelle. On vous parle de Castor et Pollux. Alors, rien à voir avec l'Antiquité. Castor et Pollux, c'était les deux éléphants du Jardin des Plantes qui ont terminé dans les assiettes. Bon. Tout ça est vrai
quand on lit les récits, on a l'impression que quand même le nombre de personnes qui ont mangé de l'éléphant est considérable. Donc, je ne suis pas sûr que tous aient dit la vérité parce qu'on mangeait surtout la trompe de l'éléphant et on n'avait jamais que 2 trompes, celle de castor et celle de Pollux. Bien. En tout cas, la Cour des comptes continue à fonctionner. Il est étonnant de voir le nombre d'arrêts qui ont été rendus en 1870 et en 1871, ce qui signifie que des travaux de contrôle avaient été menés. La Commune est une période, j'allais dire, beaucoup plus chahutée. La Commune commence le 18 mars. Le palais d'Orsay est placé sous surveillance par les communards dès le 18 mars. C'est d'abord une surveillance. Vous avez le texte, à l'avenir, les portes de la rue de la Lille, etc. Et la commune nomme un directeur de la Cour des comptes, fonction qui n'a jamais existé que pendant cette période. Le concierge devra veiller à ce que toute personne qui pénètre soit munie d'un laissez-passer. Pour que vous situiez ce qui se passe, bon, le palais d'Orsay, si vous arrivez à voir, sur ce plan d'époque, je vous ai dit où il était. Donc, le palais d'Orsay se trouve en face des Tuileries, la place de la Concorde est là. Et vous avez un cercle qui désigne le palais de la Cour des comptes, un cercle qui désigne le bâtiment des archives, qui n'est pas contigu. Et pendant la Commune, qu'est-ce qui se passe? Le premier président de Royer quitte le palais d'Orsay, le procureur général aussi, jusqu'au moment où il est mis dehors, et on installe donc quelques personnes, premier président, procureur général et 2-3 magistrats, à Versailles. Voilà le bâtiment où on les a installés. Le gouvernement s'étant réfugié à Versailles. Donc, le premier procureur général n'était pas loin du gouvernement. Et alors, j'essaie de... Je suis bloqué. Ah, ça y est. Bon. Alors, pendant la période de mars, avril et mai, la Cour des comptes, au début, fonctionne encore jusqu'au moment où la commune en interdit complètement l'accès pour faire le recensement de tout ce qui s'y trouve. On a beaucoup de mal à comprendre pourquoi on a recensé tous les meubles avant de tout faire brûler. Et sur le plan anecdotique, l'histoire est un peu triste parce que certains magistrats se disaient « je risque davantage d'être cambriolé dans mon appartement parisien que alors je vais mettre mes objets les plus précieux dans mon bureau au palais d'Orsay ». Il y a notamment un magistrat qui était archéologue qui avait mis des choses précieuses au palais d'Orsay. Alors, ça a été un très mauvais calcul parce que vous voyez la gravure qui est là, le palais d'Orsay a brûlé. Cette gravure, je le signale tout de suite, nous n'avons aucune photo de l'incendie. Et nous avons très peu de photos, nous n'avons quasiment pas de photos du palais d'Orsay à l'époque de sa splendeur, c'est-à-dire avant l'incendie. C'est très curieux, alors qu'il était en plein cœur de Paris, il a été très peu photographié ou on n'a pas conservé de photographie. Bon, donc tout brûle, les bureaux, tout ce qu'il y a dedans, et les archives qui étaient dans un bâtiment distinct. Donc la reprise d'activité est extrêmement difficile puisque tout le matériau du contrôle, ce sont les liasses qui sont produites par les comptables à la Cour des comptes. Et ces liasses, elles sont mises dans la tour des archives avant d'être demandées par des magistrats qui, dans leur cabinet, travaillent et dépouillent la liasse.
c'est un travail très austère, c'est un travail totalement sur place, sur pièce à l'époque. Alors, les magistrats reviennent très vite. Une fois la commune terminée par la semaine sanglante, donc terminée le 28 mai, les magistrats reviennent et évidemment sont bien perplexes parce qu'ils reviennent chez eux, ils ne peuvent pas revenir au bureau. Et les premières réunions de la conférence des présidents se tiennent au domicile du premier président. Il n'y a plus rien. Et rapidement, le gouvernement va confier, va installer la Cour des comptes, va confier à la Cour des comptes quelques pièces dans le Palais Royal. Alors, sur la gauche, vous avez le Palais Royal avec vue des jardins du Palais Royal, donc le Louvre se trouve derrière, et le Palais Royal avait un peu brûlé, mais pas beaucoup. Et donc, on a pu y mettre assez vite, après quelques travaux de restauration, le Conseil d'État au centre. Alors, c'est intéressant à noter parce que le Conseil d'État y est toujours. Dans l'aile de ce côté-ci, on avait mis la Cour de cassation, car le palais de justice avait brûlé. Les communards ont vraiment eu la main lourde. Hein. L'hôtel de ville a brûlé, le palais de justice a brûlé. Il fallait tout brûler. Tout ce qui était officiel. Donc la Cour de cassation se trouvait d'un côté et la Cour des comptes de l'autre. Donc c'est la seule période où on peut dire que dans le même ensemble, nous avions Conseil d'État, Cour de cassation et Cour des comptes. La Cour de cassation, dès que les travaux auront été faits au palais de justice, retournera au palais de justice. Mais la Cour des comptes, elle, pendant 40 ans, va devoir se contenter de quelques pièces dans la partie qui aujourd'hui est celle du Conseil constitutionnel. Il y a un quasi-chevauchement entre le Conseil constitutionnel et les pièces occupées par la Cour des comptes. Ce que vous voyez en gros, c'est la Comédie Française. La Comédie Française n'a jamais été occupée par la Cour des comptes. Et là, c'est une photo pour un historien qui aurait des idées. On nous présente en 1913 l'ancien salon de la Cour des comptes. Je n'ai jamais repéré un salon de la Cour des comptes. Il n'y a jamais eu de salon de la Cour des comptes. Il y avait un petit bureau pour le premier président, un petit bureau pour le procureur général, 2 ou 3 salles de réunion et dans les combles, quelques minuscules bureaux pour les auditeurs et les référendaires qui voulaient venir travailler. En gros, pendant 40 ans, et c'est un point important, pendant 40 ans, les magistrats ont travaillé chez eux, on leur a porté les liasses chez eux. Et c'est assez surprenant de se dire comment se fait-il que l'on ait reconstruit l'hôtel de ville assez vite, en l'agrandissant d'ailleurs, le palais de justice assez vite. Au fond, on a réparé les dégâts fort importants de la commune, sauf pour la Cour des comptes. Et pendant 40 ans, c'est un exemple de décision administrative, pendant 40 ans, on s'est disputé ou chamaillé pour savoir si on reconstruirait la Cour des comptes là où elle était, parce que les murs existaient encore. Vu de loin, on a des photos des ruines de la Cour des comptes qui n'ont pas l'air de ruines. C'est quand on s'approche qu'on constate qu'il n'y a plus aucun plancher, tout a disparu, mais on aurait sans doute pu restaurer. Alors pendant des années, ça a été on restaure tel quel, on ne restaure pas, on réutilise l'emplacement, on fait autre chose, on met la Cour des comptes ailleurs. Et c'est une époque où tout se décidait à la Chambre des députés. Donc, on votait des crédits pour ceci, pour cela. 40 ans, c'est très long. C'est une carrière complète de magistrat qui a pu commencer en 1872, se terminer en 1912, au moment où, enfin,
la Cour des comptes s'installe au Palais Cambon. Alors, évidemment, ça n'aide pas à ce que ça n'aide pas aux réformes. Vous avez au fond deux idées. Première idée, il est étonnant de voir à quelle vitesse la Cour des comptes a réussi à se remettre au travail, ce qui supposait de la part des comptables publics de se remettre eux aussi au travail. Or, le ministère des Finances, qui était rue de Rivoli, le ministère des Finances, voilà dans quel état il était après la Commune. De sorte que la Cour des comptes et les finances étant très liées l'une et l'autre, vous comprenez que c'était des ruines avec des ruines. Et dans les ruines, des papiers qui avaient brûlé. Par conséquent, il est étonnant et assez remarquable de voir à quelle vitesse des comptes ont pu être établis et contrôlés par la Cour des comptes. Le désordre n'a pas duré pendant très longtemps, alors qu'il y avait tous les motifs pour une paralysie. Alors, je passe sur les mesures concernant les années de guerre. Là, vous voyez, je me suis amusé à photographier un rapport d'instruction. C'est rare, hein, des rapports d'instruction gribouillés par le président de séance qui a dessiné des lorgnons. C'est tout à fait rare. Bon. Et je n'ai pas la signature, je ne sais pas qui a fait ces petits dessins. Il s'agit d'un des rapports sur la ville de Paris, compte 1870-71. Alors, je vous l'ai dit, le procureur général est évincé en juin 71. Le premier président de Royer est maintenu dans ses fonctions. Il est un peu surveillé, hein, parce qu'il a été bonapartiste, il est catholique, enfin, il y a quand même beaucoup de choses contre lui. On a des rapports de police, d'ailleurs, qui sont assez sympathiques. On interroge les domestiques de la famille de Royer pour savoir de ce qui se dit à table. Vous voyez, ça fait un tout petit peu régime pas foncièrement démocratique. Ce sont les débuts de la Troisième République, surtout à partir de 1875. Et ces rapports de police, la famille de Royer les a encore. Mais, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'épuration des magistrats, contrairement à ce qui se fait au Conseil d'État de manière extrêmement brutale, contrairement à ce qui se fait dans la magistrature. Ce que fait le gouvernement, c'est plus habile, c'est moins violent, c'est d'utiliser les nominations de conseillers maîtres au tour extérieur. Il nomme des personnes qui sont dans l'esprit du temps. Premièrement, ne pas aller à la messe et, si possible, être franc-maçon, pour dire les choses clairement. Mais le résultat, c'est que la Cour des comptes continue à fonctionner. Les opinions dominantes changent quelque peu, mais elles n'ont pas une grande importance dans le travail qui est fait. Donc, retenons que la Cour des comptes échappe à l'épuration qui marque énormément, notamment le Conseil d'État. Parce qu'au Conseil d'État, je vous l'ai dit, ça a été très violent, d'autant plus violent que par solidarité, bon nombre de conseillers d'État ont démissionné par solidarité avec ceux qui étaient mis dehors. Donc tout conduit au rétablissement du statu quo avec cette inflexion politique dont je vous parle, mais qui finalement n'a pas tant d'importance que ça. Les nominations jusqu'en 1880 sont des nominations plutôt traditionnelles. Donc, tout conduit au rétablissement du statu quo ante. Et le problème sérieux que je vois, c'est que les choses ont changé. D'abord, la guerre de 70 a gonflé énormément les budgets, le budget de l'État, les budgets locaux,
Pourquoi? Parce qu'il a fallu nourrir la population. On a un désordre considérable dans les dépenses d'armement, puisque le gouvernement en était à demander au département d'acheter des canons. Donc, vous voyez, il y avait les canons achetés par l'Ardèche et qui s'entendaient avec la Drôme, parce qu'un canon, c'est cher. Alors. Bon. Donc, vous trouvez avec des dépenses un peu partout, mais concrètement, ça signifie beaucoup plus de liasses, beaucoup plus de dépenses à contrôler. Quand je dis beaucoup plus, c'est parfois du simple au double en très peu de temps. Et il faut que la Cour des comptes absorbe tout ça. Par ailleurs, et c'est l'illustration que vous avez ici, non seulement vous avez un gonflement des budgets, mais vous avez également l'apparition des premières entreprises publiques. Comme vous le savez, on a construit des chemins de fer au XIXe siècle et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'un certain nombre de compagnies ont été au bord de la faillite et se sont arrangées pour se faire racheter par l'État avant de faire faillite. En 1878 apparaît la première compagnie des chemins de fer de l'État. En réalité, c'était les chemins de fer de l'Est, mais le terme officiel, chemin de fer de l'État, qui était un conglomérat de lignes pas forcément conjointes. Donc, on peut difficilement dire que c'est un réseau. Au début, c'était un bout de ligne ici, un bout de ligne là. Bon, c'était le grand désordre, alors que, comme vous le savez, il y avait le réseau du Nord, les Rothschild, le réseau le PLM, Paris-Lyon-Marseille, enfin, des réseaux qui chacun avait sa gare à Paris. Donc, on avait à peu près, on avait 5 ou 6 réseaux en France, mais on avait des lignes qui n'ont jamais été rentables. Donc, l'État rachète ça tout en maintenant le régime de la concession et tout en veillant à ne pas instaurer un contrôle excessif sur la compagnie publique par rapport aux compagnies privées. Concrètement, et c'est un sujet que j'ai étudié et publié dans les mémoires en l'honneur du professeur Lascombe, concrètement, la Cour des comptes se casse la tête, il n'y a pas d'autre terme, devant un système comptable qui n'est pas adapté à une entreprise publique. Il aurait fallu quelque chose de très simple, organiser la comptabilité de ce qu'on appelle aujourd'hui un établissement public industriel et commercial. C'est ça qu'il fallait pour les chemins de fer de l'État. C'est ça qui n'a pas été fait. On s'est contenté de nommer un caissier général dont on a dit qu'il serait justiciable de la Cour des comptes, mais le caissier général n'a jamais eu la comptabilité complète. Donc, imaginez l'intérêt d'un contrôle qui porte sur une comptabilité partielle, avec au départ comme justificatif des recettes. Les recettes, ce sont quand même les billets payés par les voyageurs. Au début, c'était un certificat du directeur. Bon, voilà, certificat comme quoi les recettes étaient de temps. Ensuite, ça a été des attestations un peu plus longues. Vous imaginez bien qu'on pouvait difficilement envoyer le talon de tous les billets de train vendus sur toutes les lignes des chemins de fer de l'Est à la Cour des comptes. Donc, c'est le grand désordre. On ne trouve pas la solution. Les rapporteurs, qui font des rapports fort intéressants, mais disent on n'arrive pas à suivre ce qu'il advient des locomotives parce qu'on n'a pas de comptabilité matière. Alors, la locomotive a été achetée, elle a été réparée, on ne s'y retrouve pas. Et si je vous dis ça, c'est aussi pour vous dire que c'est l'époque où on se dit on va réformer le décret sur la comptabilité publique. En 1878, un décret crée une commission pour réformer le décret sur la comptabilité publique. Eh bien, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas, et si on veut prendre l'histoire sur une période plus longue,
ça aboutit par un décret-loi de 1934. Donc, vous voyez, 1878, nationalisation, ouverture d'un comité de réforme du décret sur la comptabilité publique. Les mauvaises langues diraient qu'on sait que le marquis d'Autifray est vraiment très âgé et qu'il n'en a plus pour très longtemps. Et donc, on peut toucher à sa grande œuvre, mais en réalité, on n'y arrive pas. Et on aura une sorte de statut comptable des entreprises publiques en 1934 et pas avant. Or, les chemins de fer de l'Est, dont je vous parle, grossissent, parce qu'après avoir été les chemins de fer de l'Est, il y a les chemins de fer de l'Ouest. Le réseau de l'Ouest, qui est beaucoup plus gros, devient public et il faut que la Cour des comptes arrive à contrôler de manière utile. J'ai regardé les rapports de l'époque, il y a un très gros travail qui est fourni, et par des équipes de magistrats. Ce n'est pas un magistrat, c'est 2, 3, 4 magistrats, avec des luttes permanentes avec les dirigeants de l'entreprise qui refusent de donner les documents nécessaires. Donc, nous sommes au début de la Troisième République avec une institution qui s'est remise à fonctionner. Elle est mal logée, mais elle fonctionne, mais avec un système de comptabilité publique qui, au moins dans le domaine des entreprises publiques, il n'y en a pas beaucoup, mais n'est plus du tout adapté. Et l'autre problème pour la Cour des comptes, et je m'arrêterai là provisoirement, l'autre problème pour la Cour des comptes, c'est le gonflement des budgets dont je vous ai parlé. Pour l'État, ça lui fait plus de travail. Pour les collectivités locales, la conséquence, c'est que la limite entre ce qui est vu par les conseils de préfecture et ce qui est vu par la Cour des comptes, cette limite est franchie tous les ans par de nombreuses communes. On se retrouve en 1914 avec, pour le seul secteur local, 130 et quelques comptes pour le seul département du Nord. Et s'il fallait faire une estimation, je dirais les communes de plus de 3000 habitants. Ce n'est pas un bon raisonnement, puisque le raisonnement il se fait en fonction des recettes ordinaires. Mais les recettes ordinaires restant fixées à 30 000 francs, eh bien, le seuil de 30 000 francs est franchi tous les ans par un nombre de plus en plus grand de communes, de sorte que la Cour des comptes est tout simplement submergée par les contrôles communaux. Et c'est là où on se dit que, visiblement, les chefs de cour, le premier président en premier lieu, n'ont plus le poids qu'ils ont eu à une époque, parce qu'il suffit d'un arrêté du ministre des Finances pour changer le seuil et dire que c'est plus 30 000 francs de recettes ordinaires qui sont la limite entre le contrôle par les conseils de préfecture et le contrôle par la Cour des comptes, c'est 50 000. Alors la Cour des comptes ne cesse de réclamer le rehaussement de cette limite, mais l'obtient rarement et tardivement. Et au fond, c'est une façon de la noyer, tout simplement. On noie la Cour des comptes sous un flot de liasses et de communes. Alors, si vous ajoutez à ce constat le constat qu'on n'est pas capable de faire une réforme de la comptabilité publique, et dans les réformes de la comptabilité publique, la Cour des comptes est toujours très directement impliquée dans les commissions. Et troisièmement, le constat que le bâtiment de la Cour des comptes, c'est l'Arlésienne et que rien ne vient, vous êtes obligé de vous dire que ce n'est pas du tout une période faste. Autrement dit, je vous ai pris par la main en 1865 avec une institution qui avait sa notoriété, je ne dis pas célébrité, qui avait une réelle notoriété, et je vous la laisse en 1885 avec une institution qui, de mon point de vue, a sérieusement perdu son poids dans les institutions publiques.
Voilà quelques constats, mais on ne parlera du grand réveil de la Cour des comptes que après la guerre 14. Et quand je dis après la guerre 14, ce n'est pas 1920, c'est plutôt 1930. Voilà ce que je peux vous dire sur un travail bon, fait à partir d'archives. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne trouve pas tout dans les archives. On ne trouve pas tout dans les archives et notamment, il faut se dire que les décisions les plus délicates soit ne laissent pas de traces écrites, y compris aujourd'hui, soit c'est une petite mention manuscrite en marge d'une note, faire comme convenu ou oui, d'accord. Et ça, vous avez souvent dans les archives la note qui a été envoyée au ministre, par exemple, mais vous n'avez pas la note annotée par le ministre, pas d'accord, refus, nommer un tel et pas un tel. On n'a pas ça. Et même aux archives des finances, on a du mal à les trouver. Voilà, vous avez sans doute quelques questions. Alors, Stéphanie, c'est vous qui lancez le débat. Merci beaucoup, Christian. Voilà, je m'attendais à apprendre plein de choses. Ce fut le cas. Ça me donne encore plus l'envie de lire ce manuel, cet ouvrage que je n'ai pas encore eu le temps de lire, vu la pile, effectivement, des choses que j'ai encore à lire, mais ça donne vraiment l'envie de s'y plonger. Alors, je sais qu'il y a quelques questions en provenance des étudiants. Je vais d'abord leur laisser la parole. J'ai une étudiante qui a dû partir, qui m'a transmis également sa question, donc je le ferai également. Et moi-même, j'ai une petite question par curiosité qui clôturera peut-être nos échanges. Alors, j'ai Nathan en attente auquel je vais laisser la parole. Alors, Nathan, où êtes-vous? Oui, je suis là. Alors, on vous écoute. Oui, moi, alors j'avais 2 questions qui me sont venues en relisant les missions, du comité. Donc, la première, c'était, est-ce que le premier président de la Cour des comptes sollicite-t-il souvent le comité d'histoire de la Cour des comptes? Et la 2e, c'était, pour quelles raisons le premier président de la Cour des comptes a-t-il besoin d'éclairage sur l'histoire de la Cour des comptes et des juridictions financières? Donc, voilà mes 2 questions. Alors, le premier président sollicite-t-il souvent? Réponse non, pas souvent. Il s'intéresse. Euh, Au fond, il considère que c'est bien qu'il y ait un comité d'histoire. Ça a été vrai de Philippe Séguin, ça a été vrai de Didier Migaud, et c'est vrai de Pierre Moscovici, que je suis allé voir, et qui me dit qu'il s'intéressait beaucoup au sujet. Bon, si je devais aller au bout de ma pensée, je vous dirais que dans l'esprit de Philippe Séguin, il y avait l'intérêt pour l'histoire et surtout pour l'histoire très contemporaine. J'allais dire, le comité d'histoire, l'histoire de la Cour des comptes sous Philippe Séguin. Bon, c'est peut-être un peu méchant, mais je crois que c'est vrai. Simplement, Philippe Séguin, et on le regrette, a disparu prématurément, de sorte que si vous regardez le texte qui crée le comité d'histoire, de mon propre chef, je suis remonté vers une période plus ancienne, y compris l'Ancien Régime. Alors, oui, il y a eu par exemple ce genre de questions, mais posées avec si possible réponse pour midi. Y a-t-il eu des magistrats morts de la grippe espagnole? Bon. Y a-t-il eu des magistrats morts de la grippe espagnole? Facile. Non, en réalité, pas facile du tout. La grippe espagnole, les morts, c'est 1919, 1920, quelques-uns en 1918. Mais si vous voulez, ce n'est pas marqué. Nous avons une biographie, un dictionnaire biographique des magistrats qui existe sous forme papier, mais qui est un peu dépassé, et qu'en réalité, vous trouvez sur le site Internet. Donc, il s'arrête à 1947 pour des raisons, enfin, pour n'avoir que des morts. C'est plus simple. Et si vous avez le nom d'un magistrat, vous tapez, vous mettez le nom du magistrat Cour des comptes et Google vous trouve ça tout de suite. Mais
en regardant la version numérique de ce document, je n'ai aucun décès grippe espagnole et je n'ai pas plus de décès dans l'après-guerre. Mais en réalité, j'ai très rarement la cause du décès. Pour connaître la cause du décès, il faudrait des documents que nous n'avons pas, d'autant plus que vous avez des décès dans l'après-guerre 14 qui sont un peu plus nombreux et qui visiblement sont liés à des blessures de guerre, ou en apparence à des blessures de guerre. Quelqu'un qui revient estropié, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu quelques-uns. Celui qui est estropié va sans doute mourir un peu plus vite que les autres. Donc la réponse c'est je n'en trouve aucun avec le mot espagnol, grippe espagnole, vous voyez, dans une recherche par mots, et je pense qu'il y en a eu très peu. La question serait plus intéressante si on élargissait aux familles. Alors là, ça devient extraordinairement compliqué. Il est arrivé que soient posées des questions sur telle ou telle réforme. Ou bien on m'a posé un jour une question sur le concours de l'auditorat. Bon, là, je peux répondre ou je ne peux pas répondre, mais ça n'a jamais été que des questions ponctuelles avec réponse rapide, si possible rapide, voire même très rapide. Bon. On sent que c'est pour une note destinée au cabinet du ministre des Finances et il faut mettre un avis. Donc voilà pour répondre rapidement à votre question. Donc en général, on met ça dans les textes sur les comités d'histoire ministériels où il y a une institution. Ça veut dire que oui, s'il y a des questions, c'est normal qu'on nous les pose. Le mieux pour un comité d'histoire, c'est de disposer d'une assez grande liberté de manœuvre. Pourquoi? Parce que il faut trouver des chercheurs, il faut trouver des sujets. Oui, par exemple, il y a un sujet qui est prêt à être traité, c'est les polytechniciens à la Cour des comptes. Vous pourriez vous dire pourquoi? Parce que quelqu'un a eu cette idée, et surtout parce que l'expérience montre qu'il y a eu des polytechniciens dès l'origine. Alors, non pas forcément par une voie tout à fait logique, mais vous avez un polytechnicien qui devient officier du génie et qui ensuite est nommé au tour extérieur à la Cour des comptes. Alors, quelqu'un m'a dit, mais il faudrait traiter les ingénieurs. Mais ce n'était pas le même sujet, parce que l'école polytechnique, c'est une école de fonctionnaires de l'État. Alors, certes, c'est plutôt pour être ingénieur des ponts ou ingénieur des mines, mais c'est une voie d'accès. À noter d'ailleurs que pendant longtemps, quand il y a eu un concours, à l'inspection des finances, il fallait avoir une licence en droit ou être sorti de Polytechnique. À la Cour des comptes, il n'y avait que la licence en droit comme diplôme nécessaire pour passer le concours. Ce qui faisait qu'une fois de temps en temps, un polytechnicien passait sa licence en droit et se présentait. Bon, voilà un sujet de conférence qui est prêt. Bon, il n'attend que le moment où on se dira qu'on peut faire une conférence comme je le fais ce matin avec un public suffisamment nombreux. Ça supposera une nouvelle invitation. C'est pas moi d'ailleurs qui ferai la conférence, mais elle est prête, j'ai vu le PowerPoint, tout est prêt, il n'y a plus que le public. Parfait, parfait. Alors, on a une question de William aussi. Bonjour, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'activité de la Cour des comptes pendant la guerre avec la Prusse en 1870, mais maintenant j'avais une question justement pour faire une petite comparaison avec son activité, mais cette fois-ci pendant la Première Guerre mondiale. Comment elle s'est organisée à ce moment-là, comment elle a continué son activité ou s'il y a eu vraiment des difficultés à ce moment-là. Alors les deux guerres sont extrêmement différentes. En 1870-71, comme je le disais, il n'y a pas eu de mobilisation générale.
Et le problème est plutôt venu des mesures prises par les départements, par les communes, par l'État, et de la nécessité ensuite de se retrouver dans ce qui avait été fait, dans des emprunts qui étaient faits à des individus plus ou moins douteux pour qu'un département achète, je vous disais, un canon. Bon, ça a été c'était le grand désordre, d'autant plus que vous aviez Paris et le reste de la France. Le reste de la France qui était piloté de Versailles, mais à Paris, des dépenses étaient faites. Donc, grand désordre administratif, mais qui ne durera pas longtemps, et une Cour des comptes qui, elle, est à peu près en état de marche, jusqu'au moment où tout brûle. Mais des magistrats qui sont fort peu impliqués dans la surveillance des fortifications. Alors, il y a quelqu'un qui m'a étonné, un futur premier président qui, à 14 ans et demi, était censé être dans la garde nationale, c'est dans ses mémoires, et comme il avait une bonne vue, il surveillait des positions allemandes à l'extérieur des fortifications. Moi, j'ai toujours eu quelques doutes sur le fait qu'à 14 ans et demi, même avec une bonne vue, on soit pris dans la garde nationale. Enfin, il faut croire les mémoires de ce premier président. En 14-18, c'est tout à fait différent. La guerre dure longtemps, les choses sont nettement mieux organisées, si on peut dire, mais la Cour des comptes commence par non pas se vider, mais elle perd la moitié de ses rapporteurs. Alors, je sais que les jeunes qui avaient travaillé sur le sujet, j'ai travaillé, mais d'autres magistrats ont travaillé sur le sujet, ont dit, mais c'est quand même anormal, les conseillers maîtres n'ont pas fait la guerre. Et je leur ai dit, regardez simplement leur date de naissance. Il n'y en avait pas un qui ait moins de 52 ans, donc il n'était pas tout à fait anormal qu'il ne soit pas mobilisé. Mais en 14, on mobilise beaucoup, vous le savez. Quand je dis on mobilise beaucoup, on mobilise même trop. D'où les premières batailles avec des massacres considérables, un nombre de morts considérable. Il y avait trop de monde sur le champ de bataille. On a fait comme ça a été parfaitement organisé, on a mobilisé, mais la Cour des comptes a donc perdu une bonne partie de son effectif directement actif. Je veux dire par là que c'est une époque où vous aviez des auditeurs et des conseillers référendaires qui faisaient des contrôles, qui faisaient des rapports, et des conseillers maîtres qui jugeaient. Mais les conseillers maîtres ne faisaient pas de rapport. Donc, quand vous avez tous les conseillers maîtres qui sont là, et la moitié des rapporteurs qui sont mobilisés, la force de contrôle est très sérieusement affaiblie. Donc, vous avez ce phénomène-là. Côté dépenses locales, la même chose qu'en 1870, mais sur une période beaucoup plus longue, c'est-à-dire des dépenses de ravitaillement, beaucoup de dépenses de ravitaillement, d'aide sociale, donc des budgets qui gonflent énormément. Et puis un sujet bien particulier qui est le sujet des départements occupés. Une dizaine de départements sont partiellement ou totalement occupés, et c'est une occupation qui va durer. Le front a peu bougé, de sorte qu'il va falloir pendant 4 ans, plus de 4 ans, s'organiser dans les circonstances assez étonnantes, puisque les premières consignes envoyées au comptable sont quand les Allemands arrivent, vous partez. Et vous partez avec la caisse. Bon. Et beaucoup de comptables ont obéi. Les Allemands arrivent, je pars avec la caisse. Alors, imaginez ce qui se passe pour le maire s'il est resté en place. Que fait le maire? Il n'a plus de caisse et il n'a plus de comptable. Donc, il y a tout un dispositif qui va se mettre en place avec des braves gens qui vont se mettre à tenir les comptes. Donc, on est tout à fait en dehors des clous. Et Lille, à cet égard, est très intéressant
Parce qu'à Lille, le comptable a dit non, non, moi je n'obéis pas, moi je reste. Et il est resté pendant 4 ans, et il faut voir que le travail qu'il a fourni. Hein, on lui demandait de faire ceci, il répondait non, non, je ne suis pas autorisé à faire cela. Vous avez les échanges de courriers entre le maire, le préfet, ou plus exactement le sous-préfet qui a remplacé le préfet qui avait été expédié en Allemagne. Mais c'est à croire qu'ils ont tous pensé à la suite des événements. Il y a énormément de papiers. Je me refuse à, je n'obéirai qu'à la force des baïonnettes. Et donc, c'est très intéressant de voir la différence entre, je crois, Valenciennes, où le comptable était parti en laissant tout dans un désordre affreux, et Lille, où, malgré les immenses difficultés, malgré le départ d'une partie de la population, la machine administrative tournait encore. Mais autant vous dire que quand ça dure comme ça pendant 4 ans, ça devient assez difficile. Imaginez tout simplement les mesures qui sont prises. Les communes paieront les fonctionnaires de l'État, puisqu'il y a une coupure. Les fonctionnaires de l'État, on n'a quand même pas dit, ben, tant pis pour eux. L'État ne peut plus les payer. Alors, on s'est dit, la commune va payer les fonctionnaires de l'État. Et après la guerre, on fera des remboursements. J'ai payé pour toi, tu as payé pour moi. Et le résultat de tout cela, c'est que la guerre de 1870, dans les comptes, elle s'efface très vite. Très vite, on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. C'est réglé. Alors que la guerre de 14-18, c'est une affaire qu'on va traîner pendant 15 ans, à vouloir établir des comptes qui en réalité étaient infaisables, parce qu'un tel avait cru bien faire en émettant des billets de trésorerie, en créant une monnaie artificielle. Donc c'était infaisable et on a cherché à faire de sorte que vous avez la ville de Lille dont les comptes étaient tenus au jour le jour, et puis vous avez d'autres communes pour lesquelles il n'y avait rien. Et dans les 10 années qui ont suivi 1918, on a essayé de rétablir des comptes et ensuite de les faire contrôler par la Cour des comptes. Je suis désolé de vous dire, ça devenait un exercice totalement artificiel qui a plombé le réseau des finances et qui a plombé la Cour des comptes pendant 15 ans. Jusqu'au jour où on a passé une écriture comptable que je préfère pas qualifier pour dire, bon, allez, c'est fini, on ne le saura jamais. Mais il s'en est fallu de peu qu'en 1939, on en soit encore à se casser la tête pour établir les comptes pour les communes occupées. Mais enfin, ça en faisait pas mal. Donc, une très grande différence dans le fonctionnement de la Cour des comptes et une très grande différence dans le délai qui a obéré les finances publiques après la guerre. Merci Christian. Alors j'ai une question que je vais vous basculer qui nous vient de Lorraine et puis finalement je vais y associer une question également personnelle. Elle s'interroge sur finalement les possibilités de publication future et de savoir s'il serait possible d'en avoir une qui traiterait, ne serait-ce qu'à la marge, mais de l'Union européenne. Ce qui rejoint, moi, une question plus générale. Par curiosité, j'aurais aimé savoir finalement ce que vous aviez en stock. Qu'est-ce qui nous attend dans les mois qui viennent sur les prochaines publications que prévoit le comité d'histoire? Pas beaucoup de choses. Bon. Un travail qui est en cours sur la Cour des comptes et la guerre d'Algérie. Pas tellement sous l'angle militaire, mais il y a eu un plan de Constantine. Qu'est-ce que la Cour des comptes a dit sur le plan de Constantine? Celui qui fait le travail, qui est Georges Capdevos, qui nous a déjà fait plusieurs travaux de grande qualité, m'a dit que son problème pour l'instant, c'est de trouver des choses. Il trouve très peu de choses. Et pourtant, on n'est pas dans une période très lointaine.
Donc, l'idée serait de faire une petite publication, enfin, une publication de petit format, mais ce n'est pas encore fait. Je pense qu'on aura ce travail pour 2022, donc 1962-2022, mais ça n'est pas, il n'est pas sûr que ce soit à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Il y a un gros travail qui commence, qui va prendre du temps, que j'ai souhaité sur l'histoire de la certification. Alors, quand je dis l'histoire de la certification, vous dites immédiatement, ce n'est pas un sujet sexy. Et c'est vrai. Mais je pense qu'il faut arriver à expliquer ce qu'étaient les déclarations de conformité qui ont existé jusqu'à l'application de la LOLF. Et pendant 150 ans, il y a eu des déclarations de conformité annuelles que vous trouvez dans les rapports publics ou annexés aux rapports publics. Les déclarations de conformité, il y en a une sur l'année et une sur l'exercice. Déjà, comprendre la différence n'est pas évident. Mais la déclaration de conformité, dans l'esprit de ces auteurs, de ces inventeurs sous la Restauration, on revient toujours à Godifrey et au travail de la Restauration pour monter un dispositif de finances publiques au sens large. La déclaration de conformité, normalement, c'était de dire que les comptes des ordonnateurs coïncidaient avec les comptes des comptables, sachant que les ordonnateurs principaux, ce sont les ministres. Là, je ne m'intéresse qu'à l'État. Les ministres sont ordonnateurs et les comptables, ce sont les trésoriers payeurs généraux. Ils ne sont pas toujours appelés comme ça. Or, les trésoriers payeurs généraux payent des dépenses de tous les ministères. Donc, imaginez que vous ayez 20 ministères et 100 TPG. Eh bien, les dépenses d'un ministère sont payées par les 100 TPG. Donc, les comptes des TPG contiennent des dépenses de tous les ministères. Autant vous dire que faire coïncider ça, c'est extrêmement compliqué. Ça serait évidemment beaucoup plus simple si chaque ministère avait son comptable. Exactement comme dans une commune, un maire, un comptable. Et là, il faut arriver à faire coïncider les deux. Bon. Les déclarations de conformité, parce qu'il y en avait plusieurs, les déclarations de conformité, il faut arriver à comprendre ce que ça signifie et quelle était la conception initiale et comment elle a peu dérivé vers quelque chose qui était de plus en plus formel et de moins en moins utile, jusqu'au moment où on est arrivé à la certification, l'utilisation de ce terme par application de la LOLF, donc dans la période récente. Alors, j'ai conscience, je dis, ce n'est pas un sujet sexy, c'est un sujet technique, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse à un moment où on a encore des personnes qui ont connu l'ancien système et qui appliquent le nouveau système. Parce qu'ensuite, l'ancien système va devenir peu à peu impénétrable. Et quand je vous dis que dans l'exploitation des documents de la Cour des comptes, il y a des choses simples et des choses compliquées, eh bien, exploiter une déclaration de conformité, c'est compliqué. Exploiter, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors, voilà. Bon, ça fait 2 sujets. Il y en a quelques autres qui sont en attente. Les relations internationales de la Cour des comptes. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la création d'un ministère public dans les chambres régionales des comptes. Ça, c'est la période récente, c'est 1983. Voilà, bon, il y a quelques autres sujets, mais il y a un programme de travail. Mais programme de travail qui n'est pas un programme qui ne peut pas venir d'en haut. Il faut des idées, il faut aussi des chercheurs. Si un chercheur arrive avec une idée et que l'idée est jugée bonne, on y va. J'aimerais bien il y a un travail en cours sur les origines de la Cour de discipline budgétaire, avec 2 visions possibles. Soit on remonte loin dans le passé et on trouve des
premiers projets, y compris en 1848, projets qui n'ont pas eu de suite, soit on prend la période alors beaucoup plus récente, la loi de 1948 sur le code des disciplines budgétaires et ces transformations en cours de débat parlementaire. C'est étonnant de voir à quel point la loi de 48, telle qu'elle a été votée, diffère du projet de loi tel qu'il avait été déposé. Bon, ça, voilà quelques projets, mais donc il n'y a pas de publication en 2021 autre que la Cour des comptes au Palais d'Orsay, je ne pense pas en tout cas. Parce qu'une publication, ça prend du temps. Mais bon, on a des sujets d'intérêt en perspective en tout cas. Vous pouvez vous douter que parmi la liste que vous m'avez signalée, il y en a certains qui vont avoir un petit peu ma prédilection, ça c'est sûr. Christian, merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Je ne pense pas, je ne les vois pas apparaître. Merci beaucoup, Christian, vraiment, pour avoir répondu favorable à ma demande. Je pense que les étudiants comme moi, on a beaucoup appris sur cette période de l'histoire et le fonctionnement de la Cour. On avait eu effectivement des interrogations, notamment de William, pour faire un petit peu le parallèle avec ce qui s'était passé sous la Première Guerre mondiale et même probablement sous la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, un grand merci, et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai bien noté la possibilité d'une autre conférence, très probablement, puisque là, en fait, pour vous préciser les choses, c'est le dernier cours que j'ai finalement, en tout cas le dernier échange que j'ai avec les étudiants du Master 2, puisqu'ils finissent cette semaine leurs enseignements, donc ils vont partir en stage pour l'essentiel tous la semaine prochaine, quand d'autres vont partir sur quelques semaines de rédaction de leur mémoire de recherche. Donc là, pour le coup, ce sera avec la prochaine promotion qu'on pourra envisager les choses, et je vous promets, je n'attendrai pas le mois de mars pour engager ces échanges et cette possibilité de rencontre, d'autant plus facilité, comme je le disais en début de notre échange. C'est vrai que la visio, ça a beaucoup de désavantages dans la période actuelle, parce que c'est vrai que c'est assez pénible d'échanger avec les étudiants dans ce contexte-là, mais effectivement, pour pouvoir accéder à certaines personnes et leur faciliter la tâche sans avoir à se déplacer, c'est vrai que c'est utile. En tout cas, je vous le dis, je vous recontacterai assez rapidement. Encore un grand merci, Monsieur le Président d'Eshmaker. Merci beaucoup, Stéphanie, et que vous ayez bien conscience que des mémoires de recherche peuvent avoir une dimension historique. Tout à fait, oui. J'ai Tous bien noté l'ouverture possible et la possibilité, effectivement, pour certains étudiants de pouvoir solliciter la Cour en tant que de besoin. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien noté aussi. En tout cas, j'ai été ravi de faire connaissance avec vos étudiants. Donc, à une prochaine fois, au moins avec vous, chère Stéphanie. Merci beaucoup. Au revoir.